ce soir, notre sujet, c'est les classes moyennes. C'est un sujet qui est très largement débattu, à la fois dans les sciences sociales, mais également dans des lieux de décision internationaux depuis plusieurs années. Il est débattu, mais il est également très problématique au sens scientifique du terme. Est-ce que les classes moyennes existent vraiment en Afrique? Est-ce qu'on peut parler de classe moyenne? À quelle réalité plurielle cette notion de classe moyenne renvoie-t-elle? Le reflet de quelle transformation, de quelles évolutions sociales, politiques, économiques, culturelles, représentatives cette notion de classe sociale à quelle réalité donc elle renvoie? J'ai perdu un peu le fil. Donc voilà, autant de questions très complexes. Et pour nous en parler, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Darmon. Dominique Darmon est professeur à Sciences Po Bordeaux. Il est également directeur du Centre d'études africaines de Sciences Po Bordeaux des Afriques dans le monde. Il a beaucoup travaillé entre autres, sur cette notion de classe moyenne et était donc particulièrement bien placé pour nous en parler. Merci Dominique d'avoir répondu à notre appel. Je te laisse la parole. Voilà, tu vas tout nous expliquer sur les classes moyennes en Afrique. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Vous m'entendez? J'ai pas besoin de... Ok. Donc le sujet que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est un sujet qui est un peu problématique parce que, en gros, je vais vous parler de quelque chose dont on n'arrive pas à cerner les contours. Et donc, je vais vous parler de quelque chose qui a peu de chances d'exister. C'est cette soi-disant classe moyenne africaine, dont on a beaucoup parlé à partir des années 2010, à peu près, entre 2010 et 2020. Pendant 7-8 ans, c'était à la une de tous les journaux télévisés, les journaux magazines économiques, universitaires, etc. Et puis depuis à peu près 1 ou 2 ans, on en parle beaucoup moins. On continue à en parler, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Alors pour vous montrer un petit peu la naissance d'un sujet, l'idée c'est de vous montrer comment naît un sujet, comment il est porté au pinacle à la fois médiatique et universitaire scientifique, comment on va y avoir une mobilisation de ressources qui vont présenter ce sujet comme étant une évidence même, alors même que je vais être très direct sur le sujet, tout ce qu'on raconte dessus est faux. Y compris les chiffres, y compris l'interprétation des chiffres. Et donc c'est cette interrogation. Alors, le sujet, il naît pour nous, alors je dis nous parce que j'étais avec un de mes collègues qui s'appelle Komi Toulabor, on a travaillé sur ça ensemble au début, et il naît pour nous pendant une réunion à Paris. On est invité à déjeuner par quelqu'un du ministère des Affaires étrangères. Et il y avait des gens du Centre d'études de relations internationales de Paris, il y avait Komi Toulabor, non, Komi n'était pas là, moi j'étais là et on était 3 ou 4 qui travaillons sur l'Afrique. Et la personne du ministère des Affaires étrangères qui nous invite nous dit pourquoi vous ne travaillez pas sur les classes moyennes en Afrique? Et on s'est regardés tous comme un peu comme des chiens de faïence, et en même temps on se dit mais jamais on a pensé à ce sujet. Dedans, il y avait des gens comme Richard Banegas, des gens qui ont été rédacteurs en chef de Politique africaine, la revue de référence en France. Jamais il y a eu un numéro de Politique africaine sur les classes moyennes depuis sa fondation. Même la notion de classe sociale qui était un peu travaillée par certains auteurs au début de Politique africaine, petit à petit a disparu. Et on n'en avait jamais parlé. Et donc on a dit mais c'est pas sérieux, ça n'existe pas, à part peut-être dans quelques États, l'Afrique du Sud, peut-être le Ghana, et en marge, ça n'existe pas. Et en revenant, donc on a dit en gros, non, ça ne nous intéresse pas. Il y avait un photographe qui lui voulait filmer les classes moyennes et photographier les classes moyennes. Il s'appelle Johan Bartoletti, et avec lequel on a fait une exposition au musée d'Aquitaine il y a quelques années sur les classes moyennes africaines. Alors lui, nous a essayé de nous convaincre. Mes collègues parisiens sont partis un peu fâchés en disant vous nous faites perdre notre temps, et nous, les Bordelais, on est revenus, et dans le train, on a réfléchi. On n'avait rien d'autre à faire, et on s'est dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose. Et donc on a commencé à chercher,
Et en fait, ce qui était intéressant, ce n'était pas tellement les classes moyennes que d'essayer de comprendre comment on crée un sujet. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, il y a eu la création d'une controverse artificielle. Alors, c'est bien délimité dans les sciences sociales. Donc, c'est en fait la controverse artificielle, c'est ces tactiques de. Aujourd'hui, on dirait des fake news. Il y a des cabinets qui sont spécialisés dans la capacité à imposer à l'agenda public un objet qui n'existe pas, mais dont ils ont besoin pour des raisons de captation de marché, de création d'orientation politicienne ou autre. Donc on va produire un enjeu de toute pièce où on va diffuser des informations qui vont empêcher les informations universitaires ou scientifiques de se répandre, ou qui vont venir les remettre en cause pour empêcher que la science, elle, vienne imposer son sujet. Alors exemple, le réchauffement climatique, donc vous avez le GIEC, etc. Et vous avez à côté de ça tout un ensemble de lobbies et de lobbyistes qui sont mobilisés, qui produisent des rapports, des contre-rapports, pour venir expliquer que, en fait, oui, il y a un réchauffement, mais c'est ponctuel, c'est pas lié à l'activité humaine, etc. Et qui viennent mettre en doute le thème. Mais de la même façon, on a des lobbyistes qui vont venir créer un enjeu. Dans le cas des classes moyennes, il n'y a pas de complot. Donc il ne faut pas penser qu'il y a des gens qui se sont pris la tête, on dit qu'est-ce qu'on pourrait inventer en Afrique, etc. Mais il y a eu une convergence de tout un ensemble d'acteurs qui vont des associations d'aide au développement, des gouvernements qui génèrent de l'aide pour le développement, des grandes multinationales qui sont à la recherche de marchés, d'une organisation internationale, la Banque africaine de développement, pour ne pas la nommer, qui est en conflit avec la Banque mondiale et qui essaie de reprendre le dessus dans un débat idéologique. Et tout ça, la Banque mondiale qui va vouloir reprendre le contrôle en parlant elle aussi de classe moyenne. Et on a une convergence de tout un tas de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ne se sont pas concertés avant, mais qui va générer un espèce de buzz classe moyenne en Afrique. Voilà. Donc vous voyez, c'est cette espèce de mouvement non concerté, c'est pas un complot, c'est à un moment donné une convergence de situations qui fait que tout le monde va réagir à la même chose. Et y compris les universitaires, parce que nous, on n'a rien d'autre à faire à ce moment-là, et on va s'intéresser à ce genre de choses. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un emballement médiatique, ça, 2009-2015, 2009-2012-13. On va entendre parler de classe moyenne partout. Alors on va vous expliquer au niveau mondial que vous avez une classe moyenne globale qui est en train d'émerger et qui est en train de rassembler la majeure partie de la population mondiale, et progressivement que cette classe moyenne globale devient de plus en plus dominée par les pays émergents. La Chine, le Brésil, à l'époque l'Indonésie, l'Inde, etc. fournissaient les grandes cohortes de cette classe moyenne globale. Et vous avez des travaux universitaires qui vous montrent cette évolution, qui vous montrent ce qui va se passer en 2030-2040, c'est-à-dire le basculement de la classe moyenne globale des pays du Nord vers les pays du Sud. Donc il y aurait plus de gens des pays du Sud, en d'autres termes, dans la classe moyenne globale que des pays du Nord, même si la classe moyenne des pays du Nord est plus riche que la classe moyenne des pays du Sud. D'accord? Ça va? Oui. Donc on a ces travaux de la Banque mondiale qui vont nous développer tout ça, et ensuite ils vont nous expliquer qu'on voit la classe moyenne émerger en Asie, on voit la classe moyenne émerger en Amérique latine, et on va avoir des travaux de la Banque asiatique de développement qui vont le montrer, la Banque d'Amérique latine. Et il n'y a rien sur l'Afrique. Et à ce moment-là, en 2011, sort un rapport de la Banque africaine de développement qui va annoncer, qui explique qu'il y a une émergence de la African Middle Class. Et donc on a des travaux qui vont annoncer des chiffres, et vous allez voir les chiffres assez étonnants. Alors, l'emballement se fait aussitôt. En 2005, si je me rappelle bien, The Economist britannique avait titré l'Afrique le continent du malheur. En 2009-2010, il titre le continent de l'espoir. Et le suivant, c'est The Rise of the African Middle Class. Et le Point français fait la même chose. Donc tout d'un coup, il y a une bascule
on passe d'une conception négative et extrêmement pessimiste de l'Afrique à une conception d'émergence de l'Afrique. Alors de l'Afrique, hein, c'est l'Afrique dans sa globalité qui est présentée. Hein. Et African Middle Class, la classe moyenne de l'Afrique, pas de certains pays, etc. Donc on change complètement de registre dans les magazines. Si vous regardez un petit peu les magazines depuis 2 ans, ils sont en train de se calmer un petit peu, mais on reste avec cette histoire de classe moyenne qui encore. Les cabinets d'experts se jettent sur la notion de middle class. Et donc si vous regardez Deloitte, le Standard Chartered Bank, le Deutsche Bank, la Banque Suisse, McKinsey, etc., tous les grands cabinets d'expertise internationaux se jettent sur la classe moyenne et multiplient les rapports. Et ils multiplient des rapports avec des chiffres de plus en plus étonnants qui vont aller jusqu'à nous expliquer que 40% de la population africaine est middle class. Il y a des moments où vous vous posez quand même des questions, vous dites mais d'où ils sortent. On a raté, avec mon collègue, quand on travaillait sur ça, il y a certains moments on se regardait, on disait mais attends, on a raté une étape, quoi. Il y a un truc qui va pas. Donc un vrai business qui se développe, les grandes multinationales, la CFAO a fait faire des rapports sur le middle class en Afrique de l'Ouest, Ipsos en a fait faire, Unilever, enfin tous les grands trucs de business ont fait faire des rapports sur les classes moyennes. Résultat, il y a une saturation du marché sur les classes moyennes, tout le monde ne parle que des classes moyennes, et donc si tout le monde parle des classes moyennes, c'est bien que les classes moyennes existent. Et nous à l'université qui n'arrivons pas à les trouver, on reçoit toute la journée des coups de téléphone de tous les journaux qui nous disent « Mais vous qui travaillez sur l'Afrique, parlez-nous des classes moyennes ». Et donc nous, on va faire des interviews en disant « Mais en gros, les classes moyennes, ça n'existe pas ». Mais c'est traduit dans les journaux comme « Les classes moyennes en Afrique n'existent pas, mais quand même ». Et donc en fait, notre discours va venir abreuver, va venir supporter ce discours lui-même sur les classes moyennes, alors même que nous n'arrêtons pas de dire « Ce ne sont pas des classes moyennes ». Et comment vous voulez appeler ce truc qui est qu'on nous décrit, dont on ne sait pas ce que c'est, et qu'on n'arrive pas à capter. Alors voilà les chiffres donc ça c'est juste quelques chiffres qui sont donnés par les différents auteurs, les différents rapports. Alors je vous ai donné une gamme, mais vous voyez le problème de la gamme, c'est que si vous prenez Crédit Suisse, c'est 18 millions de personnes en Afrique. Donc l'émergence de la classe moyenne sur en gros 1 milliard d'habitants, 18 millions, c'est pas vraiment ce qu'on appelle une classe moyenne, quoi. Hein. En tout cas, c'est pas l'espèce de centre de la toupie, là, c'est ça la classe moyenne. Le gros ventre de la toupie, c'est la classe moyenne, quoi. Pas beaucoup de riches, pas beaucoup de pauvres, un gros morceau au milieu, 18 millions sur 1 milliard, c'est pas terrible. Unilever, 100 millions. La CFAO, 143. Caras, donc celui qui va porter la notion de Global Middle Class pour la Banque mondiale, lui il est à 120 millions pour l'Afrique. Et les gens de la BAD, 400 millions sur 1 milliard. Là, 400 millions, on commence à se dire, ça pèse. Mais vous voyez les écarts entre 18 millions et 400 millions, vous dites, mais ce n'est pas les mêmes gens. Le problème, c'est que très souvent, ils prennent les mêmes critères. Donc un des critères, ça va être toute la population qui a un revenu compris entre 2 et 20 dollars par tête et par jour. Voilà, 2 et 20 dollars. Déjà le critère, la fourchette, 2 et 20 dollars par tête et par jour. C'est pas pareil de gagner 2 dollars par jour ou 20 dollars. Hein. Surtout si vous êtes une famille de 8 personnes. 8 fois 20 et 8 fois 2, ça fait pas, vous n'arrivez pas au même résultat. Alors, vous dites, c'est quoi c'est énorme, hein, donc c'est absolument énorme. Vous dites, mais c'est une blague. Mais vous n'arrivez pas à convaincre que c'est une blague, ça se diffuse, c'est repris en chœur dans tous les médias, c'est repris en chœur par les gouvernements nationaux, par les agences d'aide internationales qui vont cibler la Banque mondiale, la classe moyenne. L'AFD, par exemple, nous a confié un contrat sur les classes, urbanisation et classe moyenne. L'AFD, oui, l'Agence française de développement, pardon. Urbanisation et classe moyenne. Alors on a pu travailler sur l'urbanisation, mais les classes moyennes, on a eu du mal. Parce que, il faut les trouver, et même s'il y a des gens qui s'enrichissent, encore faut-il qu'ils fassent un peu cohésion. C'est pas parce que vous avez des gens qui s'enrichissent qu'ils se constituent une catégorie sociale. C'est pas la même chose. Bon, donc tout ça, ça laisse... alors,
Donc c'est tellement fou quand vous voyez ça que vous dites c'est pas possible. Pourtant, quand vous êtes en Afrique, vous voyez ce genre de choses. Et ça, les magazines en sont pleins. C'est-à-dire qu'on voit effectivement dans les pays africains se multiplier les centres commerciaux, les malls, donc ces grands espaces dans lesquels on va voir des commerces de type occidentaux se développer. On voit des jeunes couples africains qui vont dans ces magasins, qui ont les mêmes types de consommation qu'on a en Europe, avec les mêmes types de produits, avec des centres commerciaux luxueux à Abidjan, à Dakar, à Rabat, à Marrakech, un peu partout où vous allez trouver ça. Et donc on va vous dire, mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui se passe, puisque vous avez tous ces commerces qui s'installent, ces nouveaux centres commerciaux, ils ne viennent pas s'installer pour rien, ils viennent parce qu'il y a bien une demande qui se constitue. Et cette demande, elle traduit bien l'émergence d'une nouvelle catégorie sociale. Voilà d'autres exemples donc, de centres commerciaux dans différents pays. Les grandes marques, Walmart, Carrefour, se sont implantées un peu partout en Afrique. Et aujourd'hui, vous avez, dans les grandes villes africaines, une multiplication de ce genre de commerce, de ce genre de type de consommation, de type occidental, à côté des formes classiques. Le carré que vous avez en haut de couleurs différentes, c'est ce qu'on appelle les marchés de pauvreté. C'est l'idée que la pauvreté est un marché. Donc ça veut dire qu'à côté de l'émergence de ces catégories qui vont consommer dans les centres commerciaux de type occidentaux, on voit des pauvres qui sont de plus en plus considérés non pas comme des gens qui n'ont pas de capacité d'achat, mais comme des individus dont on ne met pas assez en valeur les capacités de consommation. Donc en d'autres termes, il y a une transformation avec cette histoire de classe moyenne de la perception de la pauvreté. La pauvreté, en gros, c'est une incapacité de faire quelque chose, faute de moyens. Et bien, dans les définitions qu'on va voir se développer de plus en plus, et vous allez voir, la pauvreté, ça devient simplement une mauvaise exploitation de capacité de consommation. Et à ce moment-là, vous commencez à avoir des explications de ce qui est en train de se passer. Et en fait, il y a une recherche de nouvelles formes de pouvoir d'achat par tout un tas d'interlocuteurs, soit des sociétés privées, soit des organisations d'aide internationale, soit y compris des organisations de solidarité à type ONG, etc., qui vont chercher des alternatives à leurs modalités d'action et des débouchés. Et ils vont les trouver chez les pauvres classiques ou dans les classes moyennes, soi-disant émergentes. Alors, comment expliquer cette ineptie? Donc, une classe moyenne qui commence à 2 $ par jour, c'est pas totalement fou, mais c'est quand même très très bas. Nous, on a calculé qu'on peut même accumuler, faire de l'épargne avec ces 2 $ par jour. C'est quand même dur à faire comprendre aux gens, mais on y arrive. Hein. C'est une catégorie qui est définie en stock et pas en flux. Comme si les pauvres lorsque vous sortez de pauvreté, vous êtes immédiatement dans la catégorie supérieure. Mais en fait, la sortie de pauvreté, ça ne se fait pas immédiatement, ça se fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis vous sortez, vous rentrez, il y a des moments où vous restez longtemps au-dessous de moins de $. Et donc vous ne pouvez pas vous dire qu'il y a 400 millions. En fonction des moments, vous avez des fluctuations extrêmement fortes. Il n'y a aucune idée de ce que c'est une classe moyenne. Donc une classe moyenne, et vous verrez tout à l'heure, c'est quelque chose qui est bien parce que c'est des gens raisonnables. Et alors c'est la vieille définition d'Aristote que tout le monde cite dans cette affaire-là, qui dit, vous voyez le lien entre Aristote et le XXIe siècle quand même. Enfin, il y a des moments où vous dites l'organisation sociale, c'est pas vraiment la même. Donc Aristote qui dit la classe moyenne a ceci de bien, c'est que elle n'est pas aussi envieuse que les pauvres. Et aussi conservatrice que les riches. Donc la classe moyenne, c'est forcément modéré, donc c'est forcément pour la démocratie, donc il faut absolument la soutenir contre les régimes autoritaires. Historiquement, ça ne tient pas la route. Il n'y a aucun endroit où on a vu les classes moyennes émergentes, dans les pays émergents, ou même ailleurs, être des garanties de la démocratie. Et le pire des régimes, évidemment, qu'on peut citer, c'est l'Allemagne nazie qui arrive au pouvoir par le biais des soutiens de la classe moyenne allemande. Pas que, hein, mais
mais déjà autour de ça. Enfin, des chiffres, en fait, quand vous êtes à 2 $, et vous allez voir les chiffres, ce n'est pas une classe moyenne qui émerge que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle la petite prospérité. C'est-à-dire des gens qui sont au bord de passer à moins pauvres. Alors peut-être que ça, c'est l'émergence d'une classe moyenne, mais il faut être quand même, il faut avoir confiance dans l'avenir pour dire massivement ces gens qui étaient à 2 $ et qui passent à 2 $, 5 centimes, 10 centimes, qui créent un pouvoir d'achat, vont devenir des classes moyennes stabilisées, éduquées, etc. Alors pourquoi, malgré toutes ces inepties, ça passe? D'abord parce qu'il y a besoin de bonnes nouvelles après l'afro-pessimisme. La Banque africaine de développement sort son histoire de classe moyenne africaine parce que c'est la seule zone où on n'a pas sorti une histoire de classe moyenne émergente. Et on a la preuve de ça. Chimless et Nkoubé vont même le reconnaître dans une conférence à laquelle on est un certain nombre à participer en disant on a contribué à éviter la totale marginalisation à ce moment-là du continent africain qui était le seul où on ne parlait pas d'émergence de classe moyenne. Deuxième raison, il y a la recherche, à partir des années 2010, d'une nouvelle frontière économique. On commence à constater que le marché chinois est en train de changer et qu'il commence à être saturé avec des produits de base. L'idée de la Chine comme un endroit où on allait pouvoir vendre tout un tas de produits de basse qualité européens est en train de disparaître. Les Chinois prenant ce marché, les Chinois prenant le marché de gamme supérieure au fur et à mesure, et progressivement la Chine n'est plus l'Eldorado des compagnies européennes. Et donc il faut trouver de nouveaux marchés. Qu'est-ce qui reste dans la globalisation? Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique latine, ce n'est pas l'Asie, ce n'est pas l'Océanie, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, c'est génial, parce que c'est à la fois un énorme marché ouvert, c'est un marché en pleine croissance démographique, et c'est un marché sur lequel, a priori, tout est possible. Donc on va partir sur l'Afrique, frontière économique, au moment où l'Afrique se caractérise par la croissance démographique très rapide, et en même temps une croissance économique qu'elle n'a jamais connue. L'Afrique sur les 20-25 dernières années, alors l'Afrique, il y a des écarts, évidemment, mais globalement, depuis 25 ans, l'Afrique connaît une croissance continue du PIB, et souvent une croissance très élevée. Sur les 10 niveaux de croissance les plus élevés au monde, vous avez, bon an mal an depuis 20 ans, entre 5 et 7 pays africains. Donc il y a croissance économique, croissance démographique, un marché en pleine expansion potentielle, on va s'y ruer. Tout le monde veut s'y ruer, les ONG qui y voient des moyens de satisfaire leurs propres besoins d'activité, de solidarité. Le business, les organisations internationales, c'est d'autant plus facile que tous les chiffres partent dans tous les sens, on ne sait pas comment on les calcule, on ne sait pas si on parle de foyers ou d'individus, mais c'est des trucs, mais un étudiant de première année qui nous fait ça, il a 0. Ne pas dire si on a des chiffres en parité de pouvoir d'achat ou en valeur absolue, c'est énorme. Ne pas dire si on a un revenu calculé sur le revenu ou sur le patrimoine, c'est pas possible. Pourtant, c'est ce que font les Nkoubé et Chimless dans leur revue. Ils vont changer de calcul du revenu. On passe du revenu au revenu salaire au patrimoine. Et sans le dire. Mais comment vous avez fait ça? Ah oui, on a changé de calcul. Bon, bref. Donc tout ça, c'est complètement confus. Et les universitaires, c'est pas mieux. Nous, c'est pas mieux, parce que on a perdu tout le débat sur les classes sociales à l'université. Dans les pays africains, dans les pays du Sud, le débat sur les classes sociales, on l'avait encore en Afrique du Sud, avec les fameux débats race ou classe, avec l'apartheid et ce genre de choses. Mais globalement, notamment dans l'Afrique francophone et chez les spécialistes francophones de l'Afrique, on a complètement perdu cette idée-là, et on pense qu'il ne peut pas y avoir de classe moyenne sans une plus-value manufacturière. Or, on ne voit pas la transformation, on ne voit pas des industries se développer partout en Afrique. Donc il ne devrait pas y avoir de classe moyenne. Et donc les universitaires disent, il n'y a pas de classe moyenne, donc on ne veut pas regarder ce qui se passe. Résultat, on laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Alors ça crée une espèce de prophétie créatrice, une hystérie complète de l'émergence, donc la limite
la malhonnêteté et de baser sur cette expansion un peu partout de l'économie. Donc je vais aller un peu vite. Donc ça, c'est l'évolution de la population africaine théorique, mais pas que théorique aujourd'hui. C'est manifestement ce qui arrive. Donc vous voyez ce continent qui va quasiment doubler de population à la porte de l'Europe. Donc imaginez des entrepreneurs ou même des gens des organisations internationales ou des ONG de solidarité. Ça veut dire qu'ils vont avoir un marché gigantesque qui est en train de s'ouvrir. D'autant plus que si vous regardez l'évolution du PIB, regardez l'Afrique en rouge, hein, le continent africain connaît une évolution du PIB très significative. Et à nouveau qui est relativement généralisée. Donc on a de plus en plus d'Africains avec des revenus de plus en plus importants, donc le marché est bien en train de s'ouvrir. Et puis si on est logique, il doit y avoir des classes moyennes. Puisqu'il y a des riches, ça s'enrichit. Alors c'est d'autant plus vrai que toute la politique de l'aide est remise en cause. En gros, on va nous expliquer que l'aide ne marche pas, et donc on va chercher autre chose. Et dorénavant, à partir de cette période-là aussi, à partir de la fin des années 1990, début des années 2000, c'est la période où tous les bailleurs publics vont transférer une partie de l'activité de l'aide vers les secteurs privés, soit vers les organisations philanthropiques, soit vers les sociétés privées qui sont considérées comme étant les meilleurs vecteurs du développement. En d'autres termes, pour que l'aide soit efficace, il faut passer par l'entreprise privée. Vous avez des textes entiers de la Commission européenne, vous avez des textes entiers du gouvernement français, du gouvernement américain, etc., qui vous montrent que de toute façon, les gouvernants n'ont plus l'argent pour l'aide internationale. On passe par l'entreprise privée qui va faire le développement parce que c'est son travail, elle sait mieux le faire, en association avec les ONG qui seront financées partiellement par des bailleurs de fonds. Donc en gros, il y a une organisation à trois, le bailleur qui donne de l'argent, l'entreprise qui fait le business, mais sur des marchés qui ne sont pas encore matures, mais qui va être remboursée en partie par l'argent du bailleur, en attendant de faire une plus-value, et l'ONG qui va venir donner l'aspect solidarité, éducation, formation, logement et ce genre de choses. Humanitaire. Et donc les trois sont censés marcher ensemble. C'est ce qu'on appelle inclusive business. C'est ces formes de gestion anticipée du développement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un marché mature, solvable, pour aller sur ce marché lorsque vous êtes une entreprise. C'est complet pour le bailleur quand même. Ah, c'est très... Oui, mais comme le bailleur considère que donner l'aide comme on le faisait autrefois ne marche pas, parce qu'il y a des problèmes de corruption, parce qu'il y a des problèmes de détournement, parce qu'il y a des problèmes de lignes de crédit, enfin tout un tas, et puis il y a tout un tas de bouquins qui démontent l'aide internationale partout, il faut trouver autre chose. Or, dans cette époque-là, maintenant ça change un petit peu, mais le vecteur de l'efficacité économique, c'est l'entreprise. Et donc l'entreprise privée va y aller, et il va développer des marchés non rentables, mais solvabilisés par l'aide internationale, et légitimés par les ONG. Et le résultat, c'est qu'on va pouvoir anticiper l'émergence de classes moyennes, même si celle-ci n'existe pas encore. Si je vais oser vous avoir une comparaison qui ne me sautez pas dessus tout de suite, hein, sur le Bolsa Familial, le modèle brésilien, qui vient du Mexique. En fait, c'est ce modèle-là. On fait un contrat entre l'État et des familles, des foyers, qui sont prêts à investir dans le logement et dans l'éducation. Ce contrat va être financé par l'État, mais réalisé par des entreprises privées, les constructions de logements et ce genre de choses. Donc on a ce modèle-là à trois, encore une fois, là interne, qui se constitue. Et vous voyez, le pari, c'est de dire ces foyers qu'on va aider, ce sont les foyers émergents, c'est-à-dire les classes moyennes de demain. Et donc on anticipe l'existence de catégories sociales. Et on va voir ce type de marché potentiel se développer un peu partout, avec des échecs considérables. On a travaillé avec des entreprises qui voulaient s'implanter en Afrique, avec cette histoire de buzz de classe moyenne. Nous, on leur a dit, n'y allez pas. Certains types d'entreprises, pas toutes, d'accord, de grosses entreprises multinationales,
leur a dit le marché n'est pas mûr pour vos produits, ça ne va pas le faire. Ils y sont allés parce que tout le monde leur disait il faut être là pour investir pour le futur. Je prends des positions, je bâtis mon entreprise, c'est pas solvable pendant 10 ans, j'assume la non-solvabilité et puis je l'écrase avec de l'aide internationale. Et dans 10 ans, je serai là quand le marché sera mature. Dans les 3 dernières années, il y a eu un retrait de très nombreuses entreprises qui ne solvabilisent pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement, d'émergence de quelque chose. Vous allez voir. Alors, oui, voyez, voilà si vous regardez les silos, ben, essayez de me trouver la classe moyenne. Ça, c'est les chiffres de Nkoubé et Chimless, donc les auteurs de la Banque africaine de développement, qui va être cité partout, montré partout, disant regardez les classes moyennes africaines en émergence. Alors si vous les trouvez avec ça, c'est leurs chiffres, c'est leur graphique, j'ai rien touché. Où sont les classes moyennes? Ça laisse un peu rêveur, hein. Donc, où sont les classes moyennes et quelle est la catégorie qui émerge, qui est en train de prendre de plus en plus de place? Oui, et il n'y en a qu'une qui n'est pas stable, qui connaît un accroissement considérable, même. C'est la fameuse floating class. Donc, la classe flottante. Alors ça, c'est un truc génial. Donc, la classe flottante, c'est entre 2 et 4 dollars par jour. Or, en fait, la seule catégorie qui augmente, significativement, en réalité, c'est celle-là. Et donc, ce qu'on a appelé classe moyenne, c'est une manip où on a associé des gens qui sont à 2 dollars à des gens qui sont à 20 dollars. Donc, en fait, vous voyez, vous associez la orange, la jaune foncé, la jaune claire, et jusqu'aux riches exclus. Donc, vous associez des gens que vous ne pouvez pas associer. Entre 2 et 20 dollars par jour, c'est grotesque, ça n'a pas de sens. À nouveau, si vous faites ça par rapport à une famille moyenne africaine d'Afrique de l'Ouest, on prend, parce qu'après c'est différent ailleurs, autour de 7-8 personnes, vous êtes d'un côté à 16 dollars, de l'autre côté vous êtes à 160 dollars par jour. Avec les économies d'échelle, d'un côté vous êtes à l'aise, relativement à l'aise, de l'autre côté, vous n'êtes pas à l'aise du tout. D'accord? Vous voyez un peu Donc là, c'est sur cette base statistique qu'on crée le buzz de l'émergence des classes moyennes. Alors quand on montre ça maintenant et qu'on raconte, personne n'y croit, hein, mais voilà, cette histoire de floating class, c'est devenu une espèce de truc fou. Alors juste pour vous montrer la différence avec un pays d'Asie. Donc voilà, ça c'est l'Afrique, ça c'est le Vietnam. Donc quelle est la catégorie qui augmente? Tout de suite, à l'œil nu, hein, le gris. Le gris, c'est lower middle class. On voit ce qu'on va appeler émergence des classes moyennes en Asie. C'est cette augmentation systématique d'une catégorie intermédiaire qui n'est pas la floating class, qui est au-dessus, qui part entre 4 et 6 dollars et au-delà. Mais on va assimiler ce qui se passe en Asie en disant il y a la montée de la classe moyenne asiatique, il y a la montée de la classe moyenne africaine, etc. Et je vais vous montrer ce que ça veut dire. Ça, c'est des chiffres juste pour vous montrer la différence entre les structures de revenus en Afrique, l'Amérique latine, l'Europe notamment. Et vous voyez que tout est inversé. L'essentiel des revenus en Afrique sont très très bas, le plus bas possible. Tandis qu'en Amérique latine, vous voyez, l'écart, il est dans l'autre sens. Les pyramides sont totalement inversées. Regardez la pyramide du Nigeria, ça veut dire que l'essentiel des revenus sont dans les bas revenus. BOP, c'est marché de pauvreté à moins de 500 dollars par an. Alors que si vous regardez l'Amérique latine, la concentration, elle est au-dessus de 2000 dollars. Ça va? C'est à peu près clair? Donc en d'autres termes, la structure de revenus en Afrique fait que on ne peut pas trouver, malheureusement, hein, on ne peut pas trouver de classe moyenne, puisque la quasi-totalité de la population se trouve à des niveaux de revenus extrêmement bas, à l'inverse de ce que vous avez en Amérique latine ou en Asie. Et alors vous allez voir un autre graphique, prise encore sur l'agence française, non pas l'agence française, la Banque africaine de développement, Chimless et Nkoubé, qui est censé montrer l'émergence de la classe moyenne africaine. Donc moi j'ai rajouté les trucs bleus là,
pour vous montrer. Si vous regardez le pourcentage de la répartition de la population à moins de 2 $ par personne et par jour, on est à 62% en Afrique, 33% au-dessus. D'accord ? 66% à moins de 2 $, 33% à plus de 2 $. La première ligne, ça va ? Oui. Si vous regardez maintenant le Developing Asia, on a un rapport inversé. D'accord ? On a plus de gens au-dessus de 2 $ que de gens au-dessous. Ça va ? Si vous passez maintenant à la colonne des populations agrégées, ça veut dire que vous avez 440 millions de gens entre 2 et 20 $, et on retrouve notre middle class africaine d'après les gens de la Banque africaine. Mais regardez ce que ça donne en Developing Asia, c'est pas 400... C'est la population de la Chine plus la population de l'Inde, du Pakistan, de l'Indonésie, 3 milliards d'habitants. Donc ça veut dire qu'on ne raisonne pas avec les mêmes chiffres, on ne raisonne pas avec les mêmes densités, on ne raisonne pas avec les mêmes nombres. On nous fait passer l'histoire de l'émergence d'une catégorie sociale, d'une classe moyenne africaine, comme étant l'équivalent de ce qui se passe en Asie ou en Amérique latine, alors qu'en réalité, ça n'a absolument rien à voir dans les structures sociales. Et tous les chiffres sont là, les chiffres disent que c'est faux. Et pourtant, c'est les chiffres sur lesquels le buzz de la classe moyenne s'est constitué. Alors, bon, je ne vais pas insister sur ça, comme ça on va pouvoir en discuter après. Bon, donc en gros, on ne sait pas combien il y a de population en classe moyenne. Pardon, je me suis trompé, voilà. Donc, pourquoi alors on parle de classe moyenne ? Principalement parce que les classes moyennes sont positivement connotées. En gros, les classes moyennes, c'est quelque chose qui est bon, qui est bien, qui veut dire qu'on est sur la voie du développement. Donc on va rattacher une espèce de frisson de transformation progressive des structures sociales en Afrique avec une idée de classe moyenne qui va venir leur donner un sens développementaliste. Ça y est, on est sur le chemin du développement, les classes moyennes sont là, et les classes moyennes, c'est la modération, c'est l'esprit d'entreprise, c'est la démocratie, c'est le futur. Regardez la conclusion alors c'est en anglais, hein. Donc on vous raconte, les preuves montrent que la classe moyenne est associée avec la meilleure gouvernance, la croissance économique, la réduction de la pauvreté. Les gens de classe moyenne sont plus à même de demander d'exiger des gouvernements qui soient responsables, accountable. Et ils sont favorables à la rule of law, à l'état de droit, au droit de propriété et à une meilleure qualité des services publics. Donc ça, c'est la conclusion des études sur l'émergence des classes moyennes en Afrique. Tout ça, ça ne marche pas. Les classes moyennes soutiennent la démocratie et préfèrent la démocratie, c'est ce qu'on nous dit. Les classes moyennes soutiennent l'état de droit et l'absence de corruption, c'est ce qu'on nous dit, ils sont favorables à l'entreprise, c'est ce qu'on nous dit. Que disent les faits ? Ben, ça ne marche pas dans ce sens. Alors, moi, si ça pouvait marcher, je serais ravi. Hein. Moi, je suis un libéral bien solide. Donc, si je pouvais être persuadé que les classes moyennes étaient favorables à l'entreprise, au droit de propriété, à la gouvernance modérée, non corruption, etc., j'achète quand vous voulez. Mais sauf que ce n'est pas vrai. Tous les travaux qui ont été faits disent l'inverse. On a pris quelques États, hein, pour regarder. Ce qu'on voit et ce que disent les auteurs, donc c'est pas nous qui on a été chercher toutes les études et on a regardé, on a fait le bilan, etc., des grandes revues. Les classes moyennes, elles protègent avant tout leurs intérêts. Vous êtes en Chine, vous êtes classe moyenne, vous êtes en plein développement économique, le gouvernement autoritaire ne changera pas. Parce que l'intérêt des classes moyennes, c'est de protéger le gouvernement autoritaire. Si par contre, vous êtes dans un régime dans lequel le gouvernement autoritaire pose problème pour vos propres intérêts, commence à fragiliser, etc., alors là, oui, il y aura un retournement. Mais en fait, ce que protègent les classes moyennes, c'est essentiellement leur propre intérêt et leur propre accès à la prospérité. C'est ce que disent toutes les études. Ces classes moyennes, elles ne se mobilisent pas en masse.
La seule chose qu'elles font, c'est faire passer leur poids d'un côté ou de l'autre. En gros, un régime va basculer parce que la classe moyenne ne bougera plus au profit de ce régime, dans un sens ou dans l'autre. Vous avez un gouvernement autoritaire, vous avez une mauvaise situation économique, il y a un régime démocratique, la classe moyenne ne se mobilisera pas pour sauver le régime démocratique, ni pour le combattre, mais par contre, sa masse fait basculer le mouvement. Et donc la classe moyenne, elle bascule en lourdeur sans se mobiliser du côté d'un régime plus autoritaire, et elle va se mettre à soutenir des régimes non démocratiques. Et on a des modèles aujourd'hui, y compris en Europe, qui marchent bien sur ce modèle-là. Mais par contre, pour se mobiliser dans la rue, tout ça, c'est pas les classes moyennes. Les classes moyennes, elles font, en général, elles font pas ça. En général. La classe moyenne, ça n'existe pas. C'est pas un groupe homogène. C'est une multitude de groupes aux intérêts divergents et hétérogènes qui n'agissent ensemble qu'à certains moments. Mais en gros, la classe moyenne, vous imaginez des gens aussi différents que quelqu'un d'une profession libérale, un cadre moyen, un prof d'université, un ouvrier hyper qualifié. Donc c'est des gens, un agriculteur de production maraîchère, etc. Vous avez des gens aux intérêts économiques radicalement différents, qui ne vivent pas dans les mêmes milieux, qui n'ont pas... Donc ils ont pas, ça ne marche pas en bloc, les classes moyennes. Et pourtant, on va vous les vendre en Afrique comme un bloc, la classe moyenne. Alors non seulement un bloc dans chaque pays, mais un bloc continental. Ils sont tous identiques. Attendez, vous prenez les soi-disant classes moyennes ghanéennes, des gens entre 10 et 20 $, les soi-disant classes moyennes ivoiriennes à côté, et les soi-disant classes moyennes sénégalaises, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes trajectoires, c'est pas les mêmes fondations de revenus, etc., etc. Les classes moyennes agissent via des groupes, par des alliances différentes. Bon, on va le garder comme ça. Alors, une fois qu'on a démonté tout ça, nous on s'est retrouvés un peu idiots à l'université. Parce qu'en gros, on s'est dit, ces classes moyennes, ça n'existe pas. Pourtant, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est ça le pire. On est parti sur un faux sujet. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet. La classe moyenne... Alors, il y en a un peu en Afrique du Sud, il y en a un peu au Ghana, il y en a un peu au Kenya, mais c'est un peu, c'est des petites traces. Il n'y a pas ça. Mais par contre, quand on a étudié les chiffres, on a vu qu'il y avait des transformations, des formations sociales en Afrique extrêmement fortes, mais qui ne sont pas une histoire de classe moyenne. Ce qui se passe, c'est l'émergence de cette floating class. Vous vous rappelez cette partie de la population qui est entre 2 et 4 $, qu'on voit sur la longue période augmenter sans arrêt et progressivement se déplacer vers le haut. C'est-à-dire passer de 4 à 4,5, 4,75, etc. Donc il y a bien quelque chose qui se fait et quelque chose qui est relié notamment à l'urbanisation. Donc en gros, dire qu'il n'y a pas de classe moyenne, c'est surtout pas dire qu'il n'y a rien qui se passe dans les sociétés africaines. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe moyenne, mais il y a beaucoup de transformations dans les sociétés africaines, et notamment dans des catégories sociales qui apparaissent. Alors, de quoi on parle? D'une sortie tendancielle de pauvreté. C'est-à-dire que quand on regarde la sortie de pauvreté, on a des trajectoires de sortie. Et quand on regarde ces trajectoires, alors malheureusement, sur l'Afrique, on n'a pas de recul plus important que 15-20 ans. Alors après, ça dépend des pays. Il y a des pays où un peu plus. Sur 15-20 ans, on voit des déplacements de groupes familiaux vers la sortie de pauvreté. Alors à nouveau, ça veut dire que pendant plusieurs années, ils vont faire le yo-yo entre pauvreté et prospérité, avec plus ou moins d'intensité, de durée, etc. Mais la tendance, c'est la tendance qui semble émerger, c'est celle d'une sortie de pauvreté, comme on a connu en Amérique latine sur 3 générations, comme on connaît en Chine depuis la 2e génération, etc. On a un début de capitalisation. Alors là, c'est paraît bizarre, mais on a fait des études très très précises avec nos collègues du Greta, les économistes, et on voit que des gens qui dépassent 2 $ par jour commencent à pouvoir épargner. Alors pour nous, c'est de la science-fiction, hein, mais ce n'est pas de la science-fiction. Ils commencent à épargner, ils commencent à investir par des accumulations de ressources. Et ça, on retrouve dans l'histoire des sociétés, on retrouve ça ailleurs.
Et on avait rencontré une historienne du CNRS qui avait travaillé sur les lavandières françaises au je ne sais plus quel siècle, et qui nous expliquait comment elle capitalisait à partir du linge lavé. En fait, elle lavait le linge des riches, elle le nettoyait, le séchait, le pliait. Elle le ramenait pas chez les riches, elle l'amenait à la comment ça s'appelle, là où le prêteur à gage. Donc il gageait le linge des autres. Voilà. Et ce qui leur permettait de dégager un peu d'argent. Avec cet argent, elles achetaient des produits qu'elles allaient revendre, de la nourriture qu'elles cuisinaient, qu'elles revendaient. La marge, elle la gardait, et avec l'argent du reste, elle ressortait le produit stocké. Elle ramenait le linge aux riches, elle reprenait le linge sale, etc. Et l'historienne a montré le cercle de capitalisation que ça produisait et comment progressivement les gens s'enrichissaient en multipliant les petites activités. Or, en Afrique, partout, on voit des gens qui ont des multi-activités. On voit à peu près partout des gens qui investissent. Alors, on va investir dans une part de taxi, on va investir dans un poulailler, on va investir dans de la nourriture qu'on va cuisiner, qu'on va vendre à la sortie des usines ou des écoles. Et vous voyez tout ce mouvement qui, alors, tout ne débouche pas sur la fin de la pauvreté, mais qui est en train de transformer les structures sociales. Il y a des stratégies de promotion sociale très nettes. On a des trajectoires entières de gens, avec l'argent qu'ils dégagent, ils se paient une formation professionnelle pour pouvoir aller plus loin. Et on avait plein d'exemples. Et on voit les statistiques qui sont en train d'enregistrer cette montée en compétence d'une partie de la population, y compris dans des zones de pauvreté. Et enfin, des mutations sociologiques majeures. L'Afrique aujourd'hui, c'est pas celle d'il y a 20 ans ou 30 ans. Les jeunes sont la majorité de la population. Ils sont totalement ouverts sur les modes de consommation occidentaux. Ils sont totalement ouverts sur les trajectoires occidentales. Le niveau d'éducation a augmenté de manière considérable. L'éducation n'est pas forcément de bonne qualité. Mais donc il y a toute cette transformation en marche. Le résultat, on a quoi en Afrique? Alors c'est ce qu'on appelle nous. Alors c'est moins. Imaginez, quand on essaie d'expliquer qu'il n'y a pas de classe moyenne, qu'il faut parler d'autre chose, nous on leur parle aux médias des nouvelles dynamiques sociales de petite prospérité en Afrique. Ils comprennent, ils disent oui, des classes moyennes. Et à chaque fois qu'on leur parle de ça, eux ils nous parlent de classe moyenne. Alors de quoi on parle finalement? Ben voilà, une société qui est en pleine restructuration, avec des riches, ceux qui sont à plus de 10 dollars par tête et par jour. Des marchés matures, c'est à peu près 9%, des gens au milieu, très peu de personnes, et cette petite prospérité, donc ça c'est une expression chinoise qu'on a repris, qui représente une masse très significative de la population aujourd'hui. Les 44%, c'est trop, mais ça c'est les marginaux, mais la petite prospérité, elle est aujourd'hui à 20-25% de la population africaine. Dans certains pays, bien sûr, c'est plus que ça. En Côte d'Ivoire, au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud, cette petite prospérité, elle est à 35%, parfois 40%. Et la pauvreté, elle, par contre, a tendance à être écrasée progressivement. Et donc on a ces transformations en pleine formation, et qui fait qu'il n'y a pas de classe moyenne, mais il y a bien autre chose. Diversification, on voit les marchés qui se différencient, et ça c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on a des formes de capacité de consommation qui sont bien en train de s'éclater. Cette idée d'une société africaine où il y a les pauvres d'un côté et les riches de l'autre, ça disparaît. On profite de toute une gamme de structures sociales auxquelles correspondent des formes de marché différenciées. En fonction du revenu, on n'achète pas les produits au même endroit. On achète le produit soit à la petite marchande par terre, soit la petite gargote, soit dans le marché, le grand marché, soit dans un supermarché, soit dans un mall. Mais en fonction du revenu, le prix de la mangue, le prix de la pomme de terre, c'est pas le même dans les différents ou du vêtement. Donc en fait, on a tout un ensemble de marchés qui apparaissent. Les marchés de pauvreté sont valorisés aujourd'hui de plus en plus, et donc en même temps, ils créent de la solvabilité. Les foyers se mettent en pool pour les ressources, c'est des multi-revenus, le niveau d'éducation est en croissance et de nouveaux styles de vie sont en train d'apparaître. Donc on a une société qui se transforme radicalement. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est tout, hein, je vais finir sur ça. Je voudrais voir qui sont ces individus.
Où c'est que j'ai mis ça? Ah, alors oui, parce que en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que ces transformations, dans la plupart des pays africains, mais pas tous, se font essentiellement dans les villes. Mais on voit quelques États dans lesquels ces catégories sociales intermédiaires émergent aussi. Dès lors que l'agriculture est relativement, et même souvent efficace, et transformée progressivement en industrie. Alors le cas typique, c'est la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a des émergents ruraux. Dans les autres pays, l'essentiel de l'émergence, elle se fait dans les villes. Mais alors, les villes africaines, c'est pas les... Quand on parle de villes africaines, nous, dans nos représentations, on a la mégapole. On a Kinshasa, Lagos, ce genre de... En fait, l'essentiel de l'urbanisation en Afrique, il se fait dans les villes de 100 000 habitants. Et qui se crée en réseau. Et ce qui est en train de se passer, c'est que cette transformation sociale, elle est essentiellement dans les zones urbaines, mais dans la totalité des zones urbaines, aujourd'hui, en tout est en expansion, et essentiellement entre 30 000 et 100 000 habitants. Et donc, oui, c'est résidu qui est un peu bizarre. Oui, non. Ça, en fait, c'est très résiduel en zone rurale. Mais voilà, le cas typique en Afrique, c'est vraiment la Côte d'Ivoire avec notamment les investissements sur l'anacardier et ce genre de choses. C'est pas du tout résiduel, par contre, en Asie. Hein. La classe moyenne au Vietnam, on a fait des enquêtes sur ça aussi. C'est en zone rurale essentiellement. Donc vous voyez, on a cette totale nouvelle structure des sociétés africaines qui est en train de se constituer, différemment d'un pays à un autre, avec des foyers qui gagnent... Alors je vais vous le faire autrement, puis je m'arrête sur ça. C'est quoi le revenu moyen d'un fonctionnaire guinéen en 2014 à Conakry? Alors, ok, je suis d'accord, c'est globalement 120 euros, même un petit peu moins. Alors, nous, on a travaillé dans l'administration guinéenne pendant 4 ans, avec mes collègues, et on travaillait dans la réforme de l'administration, et on avait accès à toutes les fiches de salaire. Et donc, évidemment, quand vous avez d'un côté un niveau de revenu, donc des gens de haut niveau, catégorie A, hein, 120 euros, c'est... et quand vous regardez leur style de vie, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est-à-dire qu'avec 120 euros, vous avez un super 4x4. Vous allez avec eux chez eux. Ils habitent à 30 km de Kaloum. Donc il y a l'essence à payer. Ça coûte plutôt très cher. Et vous dites, ça ne va pas. Après, on a fait les enquêtes de consommation. Qu'est-ce que vous consommez, etc. Donc on était chez eux. On était très bien accueillis. Et donc, ce qu'il consommait, ça ne rentrait pas. C'est-à-dire qu'en gros, il aurait fallu 3-4 fois minimum. Hein. Et on ne parlait même pas du coût de la maison et autres. Hein. 3-4 fois le salaire. En fait, il y a plusieurs raisons. Alors, il y a l'histoire de la corruption, mais on va laisser ça de côté. Il y a le fait que c'est multi-revenus. Donc, la femme travaille aussi. Les enfants travaillent aussi. Le fonctionnaire de catégorie A, il a des investissements un peu partout. Il a investi dans un taxi, il a investi dans une terre où on produit différentes choses, il investit dans une activité de comptabilité. Donc il a un multi-revenu. Et on va avoir une différenciation croissante de ces familles qui vont avoir une multiplication de revenus, multiplication dans tel secteur, dans tel autre secteur, dans tout ça dans les zones urbaines, parce qu'il faut des marchés qui soient solvables. Le niveau d'éducation de la première génération, et alors catégorie A, il est bon, hein, il n'y a pas de problème, mais quand on va chez les fonctionnaires de catégorie B, il est relativement faible. Par contre, eux, dans leurs investissements, dans premier investissement, c'est la formation continue. Ils se paient des formations pour pouvoir progresser. Et c'est d'autant plus fort qu'on est dans un pays à un niveau de revenu élevé en Afrique. Éducation des enfants, et donc on a des transformations et des différenciations radicales de formes de groupes sociaux. Donc on a des gens qui sont en pleine expansion économique, mais qui sont cachés. C'est pas pour ça que ce soit des classes moyennes à 20 $, hein, mais qui sont cachés. Et donc voilà ce qui se passe aujourd'hui, pour nous hein, en tout cas, pas de classe moyenne,
en moyenne, mais des transformations radicales avec l'émergence de nouvelles formations sociales, et très rapides. Et des marchés solvables qui apparaissent un peu partout.